Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation sur à peu près 30 minutes et après avoir un échange soit via le chat ou soit via en visuel. Mhm. Voilà, donc je me présente, donc Joël Finiel de JF Prévention et j'ai travaillé 25 ans à l'OPPBTP où j'étais à la fin responsable de tout ce qui était travaux en hauteur. Et je présente au passage Valérie Tournier avec qui j'ai travaillé sur ce guide et qui, elle, est en charge de toute la partie, effectivement, travaux sur l'enveloppe, travaux au niveau de l'enveloppe et en particulier travaux en couverture, avec qui, effectivement, on a mis en place ce guide filet en sous-face. Voilà, donc on va orienter cette présentation autour de la présentation du guide, mais également, effectivement, sur tous les aspects de formation. Mhm. Donc, objectif et origine du guide, effectivement, les problématiques des filets de sécurité et de la formation. Donc, présentation pratique du guide et puis quelques perspectives et, bien sûr, après les questions-réponses. Donc, l'origine du guide, c'est un constat de terrain où on a, donc vous savez que le PPVTP, en lien avec la CARSAT, fait des études après accident et on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'accidents de chute de hauteur qui se passent bien sûr sans protection, mais il y avait aussi un certain nombre d'accidents où le filet était mis en place et n'a pas joué son rôle, soit parce que la personne est tombée entre le filet et l'ouvrage, soit parce qu'il y a une attache, le filet qui a lâché. Et on a même, pour tout dire, des accidents pour lesquels il n'y a même pas de chute. La personne veut descendre dans le filet parce qu'elle se pense en sécurité, et au moment où elle descend, le filet lâche. Donc, dans notre jargon de préventeur, on appelle ça une fausse protection qui est assez préoccupante, qui explique pourquoi on a voulu travailler sur ces sujets, même si à ce jour, on n'a pas, on a 2-3 accidents par an. Et l'idée, c'est donc de bien faire un travail en préventif, alors qu'on n'est pas encore sous le joug d'une situation un peu d'urgence qui serait créée par soit une jurisprudence, soit des effets médiatiques. Et effectivement, on essaie d'accompagner les évolutions réglementaires nécessaires. Et on verra que suite à la parution du guide en 2022, on a déjà l'Europe qui a décidé de modifier la norme, donc c'est en cours. D'accord. Parce qu'effectivement, il y avait quelques zones d'ombre et le guide a modestement la prétention d'avoir contribué à ces changements. Et puis, bien évidemment, le but, c'est de répondre aux besoins exprimés de terrain pour trouver à la fois des solutions pratiques, c'est-à-dire que un filet qui ne fonctionne pas, c'est absolument pas satisfaisant. Or, on sait qu'il y a énormément aujourd'hui de filets qui ne sont pas posés conformément à certaines prescriptions qui sont indiquées dans ce guide. Donc l'idée, ça a été de définir des bonnes pratiques, en particulier en matière de préparation des opérations, puisqu'on verra que souvent, toutes ces opérations de préparation sont négligées. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit au poseur, voilà, j'ai tant de mètres carrés, et le poseur arrive un peu au dernier moment et fait son affaire. Il y a un processus de réception dont on parlera avec un point d'arrêt qui est très très souvent négligé, en tout cas pas fait dans l'esprit du texte. Et donc on a identifié assez rapidement un besoin de compétences, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de certificat de qualification ni de formation et de référentiel pour tout ce qui concerne les acteurs poseurs, utilisateurs de filets. Et puis, on voulait aussi mettre quelques bonnes pratiques, en sachant qu'on verra que même les fabricants ont exprimé le besoin de progresser parce que de leur côté aussi, il y a des choses à améliorer. Donc, on a réuni toute la branche autour de cela. Alors, pour faire un petit point pratique, on a fait un petit comparatif entre
filet et échafaudage, parce qu'on a raisonné un peu de la même façon. On verra qu'il y a différents acteurs, un peu comme dans les échafaudages, des gens qui conçoivent une opération, des gens qui vont poser le filet ou l'échafaudage, des gens qui vont réceptionner, et puis des gens qui vont utiliser. Et éventuellement des gens qui après vont contrôler de façon périodique. On retrouve ces mêmes fonctions échafaudage filet, avec là encore un processus analogue, puisqu'on vient s'attacher dans les deux cas sur l'ouvrage. Donc il faut s'assurer que l'ouvrage tient et que la liaison entre l'attache du filet ou l'attache de l'échafaudage va être conséquente et va résister. On a vite identifié un besoin de compétences et de rigueur, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas vraiment de formation qui tenait la route sur les filets. Alors, c'est pas que je veux mettre en cause les organismes de formation, c'est juste qu'on verra qu'au niveau des informations données par le fabricant, elles sont très très réduites, puisque là encore, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais autant pour les protections individuelles, on a un dispositif de CE2 type, puisque c'est un risque mortel, et donc une obligation d'une notice d'instruction extrêmement précise. Autant dans cette protection collective, qui pourtant devrait être tout aussi gérée de façon rigoureuse réglementairement, eh bien là, il n'y a pas cette obligation de CE qui effectivement font que y a des fabricants qui font des notices, mais des fois qui sont assez limitées. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de situations de chantier sont en dehors de ce que prévoit le fabricant, donc c'est assez préoccupant. Il y a quand même des différences. L'échafaudage, c'est un poste de travail. Le filet, c'est un poste de sécurité pour l'instant, de protection contre l'arrêt de chute, enfin qui sert d'arrêt de chute. Il est possible qu'on travaille dessus à ce qu'on imagine que le filet puisse être utilisé en plateforme de travail. Ça se fait en Allemagne. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que un filet, on verra qu'on ne peut pas le tester, puisque si on le teste, si on faisait un essai de chute avec un mannequin, par exemple, il faudrait le déposer ensuite. Donc, un échafaudage, s'il est mal fixé, on peut peut-être s'en rendre compte quand on circule dessus. Là, le filet, le contrôle est un petit peu différent. Et puis, on verra qu'il y a une grande différence dans la gestion des secours, qui aujourd'hui est un sujet très, très mal maîtrisé. Voilà. Alors, ce fameux guide, il s'est fait pendant les années Covid, donc qui montre bien qu'on a pu travailler pendant le Covid. Et on a réuni des fabricants, des utilisateurs, des organismes de contrôle, on a réuni beaucoup de monde. On a fait un appel un peu à tout le monde, et puis il y a des personnes qui ont répondu présent. Et vous voyez ici les 8 chapitres. Donc, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est disponible gratuitement sur Internet, et si vous voulez des exemplaires papier, on saura vous en trouver. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire tout un cours sur le guide lui-même, mais il faut savoir qu'on a d'abord fait un lexique, et on s'est rendu compte qu'il y a des termes qui étaient mal connus, sur en particulier chute, pas glissade, chute libre et tout ça. On a constaté qu'il y avait des points sur lesquels c'est des points sensibles, et on a été amené à mettre des recommandations, puisqu'on verra qu'il y a des trous dans la raquette, des choses qui ne sont pas tout à fait bien définies. Et donc, en l'absence d'informations particulières, soit de l'État, soit des fabricants, eh bien, on fait des propositions. Mais en tout état de cause, on est bien d'accord que la loi, si elle sort derrière, aura une primauté sur ce guide. Et de la même façon, si jamais des fabricants donnent des choses qui sont plus contraignantes pour leur équipement, bien évidemment, c'est ce que prescrit le fabricant qui doit s'appliquer. On a mis aussi des encadrés sur fond grisé, qui sont justement des informations pour lesquelles on veut attirer l'attention. Voilà, donc on a à chaque fois été très prudent
en disant que ben voilà, c'est les rédacteurs de ce guide s'accordent à considérer. Donc, on a essayé de trouver des compromis un peu entre tout le monde. Alors, je donne quelques points techniques pour montrer quelques problématiques, juste pour montrer où se situent les problèmes, et puis après, on évoquera plus longuement les formations. Par exemple, la hauteur de chute admissible maximale dans les filets n'est pas un point qui est très clairement défini, puisqu'on parle de 3 mètres de hauteur, mais comment on la calcule? Je ne rentre pas dans le détail, mais si on calcule cette hauteur en considérant le trajet du centre de gravité, qui est en fait ce qui qualifie l'énergie de chute, ben on se rend compte que comme la personne en général, quand elle chute, elle va se retrouver d'une position verticale à une position horizontale. Le centre de gravité, si le poste de travail est à 3 mètres de hauteur et le filet 3 mètres en dessous, eh bien le centre de gravité fait 4 mètres. Donc voilà, nous, on voit que là, il y a une petite une petite précision qui n'est pas donnée, puisque le texte ne définit pas comment on calcule cette chute. Alors nous, pour des raisons de simplification, on a proposé effectivement que ce soit 3 mètres en le mesurant par rapport à la hauteur de travail. Mais il faut savoir qu'au niveau de la norme, où on teste les filets, cette notion de tirant d'air, elle est pas tout à fait claire dans la norme. On parle d'une déformée maximum dans la norme, mais voilà, on sait que dans d'autres situations, en particulier avec les protections individuelles, il y a une distance de sécurité qui est prévue, qu'on a proposé de qualifier à 2 mètres de hauteur. Or, pour calculer la position du filet, le tirant d'air est bien évidemment un point tout à fait important. Enfin, on se rend compte que les filets sont malheureusement bien souvent, pour, je pense, à la fois des effets esthétiques ou tout simplement pour limiter les hauteurs de chute, sont trop tendus. Bon, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent les angles dans le levage, dès qu'on tend sur un angle important, on a des efforts sur les côtés qui peuvent être assez importants. Et donc, trop tendre le filet, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on limite l'absorption d'énergie du filet, et on verra que potentiellement, on va essayer de le mesurer, mais potentiellement, on augmente les efforts de façon importante sur les liens qui les attachent. Sur quelques recommandations sur le chapitre 2, oui, il y a aussi comment dire, les fabricants parlent bien de filets, d'ailleurs c'est la norme est autour de ce sujet, sur la protection d'une personne qui chuterait. Or, on se rend compte que les filets servent bien souvent aussi à protéger contre les chutes d'objets. Effectivement, normalement, s'il n'y a pas de filet par gravat, on ne devrait pas pouvoir circuler sur un filet dont les dimensions peuvent être 60-60 ou 100-100. Là encore, c'est des points importants à savoir, et ça, ce n'est pas le fabricant qui le sait, si le filet sera utilisé en coactivité avec des gens dessous ou pas. Donc voilà ce genre de questions qui devraient être beaucoup plus abordées en début d'études et préparation de la pose d'un filet, mais on se rend compte que souvent ces notions sont très mal faites. Ou quasiment pas du tout. Un dernier point est que dans le cadre de la réception du filet, il est prévu, et ça c'est un document OPPBTP ou CARSAT, de s'assurer dans le PV que le filet a été monté conformément au dossier technique. Or, on s'est rendu compte à la surprise que bien souvent le dossier technique n'existe pas. Donc, des fabricants ou des poseurs qui posent un filet mais qui n'ont aucun dossier technique, on peut se poser la question de la conformité et de ce PV de réception.
Donc on verra qu'il y a un gros travail à faire sur effectivement la conception, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un dossier technique. Voilà, je balaye assez rapidement parce que tout ça, vous allez le retrouver dans le guide. On voit qu'il y a une relation entre la personne qui va poser le filet, qui a des filets, voilà, et puis la personne qui a besoin d'utiliser le filet. Or, on se rend compte qu'il faut vraiment que ça fonctionne bien entre les deux. Et c'est pas, je donne mes prescriptions sans savoir ce que le poseur va mettre en fait techniquement. Par exemple, il y a des filets qui sont plus ou moins résistants à l'humidité, à certains polluants. Donc on pense qu'il y a tout un schéma à mettre en place entre l'utilisateur et l'entreprise qui pose les filets. Là encore, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut consacrer un petit peu de temps à ça. Alors, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est effectivement un travail qu'on a fait pour proposer des référentiels de compétences. Alors, j'insiste bien, ce n'est pas des référentiels de formation, c'est des référentiels de compétences où, pour reprendre ce que j'ai dit plus tôt, on s'est calqué sur ce qui a été fait pour les échafaudages. Donc, il y a tous ceux qui vont concevoir l'opération, donc c'est plutôt côté de l'utilisateur. Et donc, avant, effectivement, il faut savoir où est-ce qu'on va mener les points d'ancrage, quel type de filet on va mettre, et compagnie, et compagnie. Donc, ça, c'est une partie conception d'une opération. Ensuite, on a bien sûr les poseurs, et on a su, hein, pour avoir fréquenté un peu le milieu, que les formations se font plus par, je dirais, comment dire, transmission orale sur le chantier que sur un cadre très précis. Donc on a mis, là encore, pour les poseurs, des prescriptions beaucoup plus précises et des compétences à avoir. Ensuite, on a parlé de la réception du filet. Donc la réception du filet, effectivement, elle concerne à la fois le poseur qui doit signer le PV de réception. On a d'ailleurs conseillé que le poseur ne soit pas, la personne physiquement qui a posé le filet ne soit pas celle qui fasse la réception. C'est le système de redondance qui fait que la personne qui vient avec un œil extérieur peut apporter. Alors ça, c'est très rarement le cas. Et puis, ce PV doit être aussi signé par l'utilisateur avec cette notion de transfert, un petit peu de responsabilité. Or, cette phase-là, elle est souvent très mal gérée, puisqu'on retrouve des PV qui ont été signés par le poseur, mais l'utilisateur ne l'a jamais signé. Et il est très fréquent qu'en fait, il n'y a même pas une période qui est prévue pour, je ne sais pas s'il y avait une malfaçon que le poseur ait besoin de reprendre le filet. En général, dès que le filet est posé, tout de suite, les équipes arrivent pour poser la couverture dessus, sans avoir prévu une période pour pouvoir éventuellement revoir la pose du filet. Nous, on pense que c'est peut-être la fondation, c'est avoir des gens qui font des réceptions de filets sérieuses et qui permettront de faire évoluer les choses. Parce que aujourd'hui, bon, je suis heureux de savoir que certaines maintenant prestataires font cette prestation de réception de filet, mais c'est vrai que ça demande des compétences. Et puis il y a les vérifications périodiques, ça j'en parle pas trop, mais c'est des compétences à avoir au sein de l'utilisateur. Alors on n'a pas vraiment fait de référentiel pour l'utilisateur dans la mesure où on s'est dit que voilà, un échafaudage, là, il y a des choses à connaître parce qu'on monte dessus, des trappes, tout ça. Normalement, un filet, on ne le touche pas. Alors, il y aurait quand même quelques informations à donner puisqu'on voit des personnes qui n'hésitent pas à découper un filet pour faire passer une échelle, qui montrent que clairement, il faut que les entreprises utilisatrices comprennent que le filet, c'est un dispositif qui peut sauver la vie.
Voilà, alors on n'a pas. C'est un peu, Joël, c'est un peu dans les vérifications périodiques quand même, les utilisateurs, puisqu'on a mis un Oui, oui, oui. critère sur se rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses. Enfin, tu vois, là, du coup, la découpe de filet, enfin, on est un peu là-dedans, quoi, dans cette. Ouais, mais je pense Pas que complètement, mais. même les personnes qui montent sur toutes les personnes qui montent dans le cadre de l'accueil, il y aura besoin de leur donner quand même Oui. quelques informations sur le filet. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident et tout ça, au-delà de la personne qui est chargée des vérifications périodiques. C'est ça que je veux dire. C'est Oui. que le moment venu, je pense, bon, on n'a pas voulu mettre la barre trop haut, mais le moment venu, il faudra que dans les entreprises de couverture, effectivement, tout ce qui est accueil et tout ça soit un peu plus musclé parce qu'on constate quand même que voilà, les gens utilisent le filet presque comme une poubelle pour laisser tomber les choses dedans et on va voir que ça pose problème plus tard et tout ça. Je faisais plus appel à l'usure à ça, mais on n'a pas prévu un référentiel pour ça. Autre point, voilà, je remets une couche sur cette notion de vérification du filet. Alors, on n'a pas revu le modèle de PV. Par contre, on a fait une aide à la réception du filet dans lequel il y a une checklist beaucoup plus précise de ce qu'il faut voir et on conseille que ce soit vu tout ça côté poseur en amont et puis qu'au niveau de la réception du filet, on ait cet équipement, ce petit outil pratique en tête parce que par exemple, on verra que les filets, normalement, il y a des my tests. Un filet, on devrait s'assurer que la my test a été tirée tous les ans. Ça, c'est quasiment jamais fait. Alors, comment s'assurer que le filet n'est pas ancien? Vous voyez, c'est le genre de point qui est très rarement abordé. Voilà, enfin, alors, voilà, j'en parlais un petit peu. Le dispositif aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous disent les fabricants. C'est-à-dire qu'eux font en général 4 my tests, mais en pratique, il y a très peu, puisque la my test, elle doit être tirée chez le fabricant, hein, puisque c'est quand même un processus qui se fait, qui demande un peu d'outillage. Donc, nous, on conseille aux utilisateurs, en l'absence d'utiliser les filets qui sont quand même très sollicités, en particulier quand on les met et qu'on les dépose. Hein, c'est là où ils s'abîment le plus, hein, quand on les tire sur d'avoir une durée maximum d'utilisation de 2 ans. Mais ça, c'est une recommandation. Voilà. Je vous laisserai parcourir effectivement toutes ces vérifications et on ne manquera pas de vous expliquer s'il faut de rentrer dans le détail de tous les points. Mais là, à ce stade-là de la présentation, je ne rentre pas dans le détail. Alors, où on en est maintenant, effectivement, les fabricants se sont quand même mobilisés puisque il y a un groupe qui revoit la norme 1263-1 et -2. Donc, -1, c'est la norme constructeur pour les fabricants et -2, c'est pour les poseurs, enfin des prescriptions au niveau de la pose. On est en train de mettre en place un dispositif de mise en situation, de chantier qui nous semble dangereuse et de pouvoir tester cette fois en conditions, je dirais, réelles, mais quand même dans un encadrement sécurisé. Justement, qu'est-ce qui se passe quand le filet est trop tendu et qu'il y a un mannequin qui chute dedans? Aujourd'hui, beaucoup de données proviennent en fait d'une expérimentation uniquement sur ordinateur et en particulier tout ce qui est déformé du filet, c'est l'issue d'un calcul et c'est pas du tout opérationnel en termes de comment dire de passe réellement. Donc voilà, le PPVTP avec la fédération, avec un fabricant, a mis en place un projet dont tu pourras dire 2 mots ensuite, Valérie, mais pour lesquels on pourra aussi augmenter la connaissance pratique du comportement du filet. On a déjà fait quelques tests sur les attaches et on a eu des surprises.
Et on mettra, le moment venu, cette matière à disposition, puisqu'on a même fait des vidéos qui montrent que, par exemple, le frottement d'un lien sur, alors les cordistes connaissent ça très bien, mais sur une arête béton, sur une arête métallique, fait que sous une charge très faible, puisqu'on a mis des charges de l'ordre de 1 à 5% de la charge nominale, hein, donc on est sur une charge très faible, et on montre qu'en quelques centimètres de frottement, qui se produit inévitablement lorsqu'il y a du vent, par exemple, sur un filet, eh bien, la tâche se détériore et casse très, très vite. Et on verra qu'elle casse d'autant plus vite que le filet est très tendu. Voilà, donc tout ça, on communiquera là-dessus et on pourra mettre à disposition des gens qui veulent travailler sur le sujet et faire de la formation, des documents qui pourront être utilisés dans les formations. Voilà, sur les poseurs, ben voilà, on essaye de proposer des documents pratiques. Bon, un exemple simple, aujourd'hui, dans la norme, même la -2, on ne prévoit pas de raccourcissement du filet. C'est-à-dire qu'on part du principe que le filet fait exactement la dimension de la charpente. Bon, ben la vraie vie, c'est pas ça. Donc, on commence à avoir des fabricants qui commencent à préconiser un type de raccourcissement de filet avec des modes opératoires. Voilà, donc ça, c'est l'exemple de document qui sera utile de faire apparaître. Voilà, et puis la création de formation d'un dispositif de maintien des compétences. On espère qu'effectivement, au niveau des organismes de formation, on va pouvoir effectivement proposer toutes ces formations et faire que la situation évolue, je dirais pas de façon trop brusque comme cela a été sur certains sujets comme l'amiante et autres, et que justement à terme on puisse avoir un CQP et éventuellement un CQP également de réception de filets, de façon à ce que les gens qui font ça savent de quoi ils parlent. Et puis, bien évidemment, les entreprises utilisatrices, donc, on travaille avec les fédérations pour justement que la prestation de sécurité soit vraiment soit faite et ne soit pas aléatoire. Voilà ce que je voulais vous dire, en grosso modo 30 minutes. Alors, je vais arrêter le passage, le partage, pour pouvoir répondre aux questions, sauf si d'abord, Valérie, tu veux dire quelque chose ajouter quelque chose sur les essais, par exemple? Non, tu as déjà été bien complet, hein, effectivement. On a déjà fait des essais sur les cordes. On va faire des essais sur les filets prochainement pour appréhender un peu mieux, connaître un peu mieux leur comportement en situation de chantier, puisque la norme, elle prévoit plutôt des essais conventionnels qui ne correspondent pas aux situations réelles. Voilà, non, mais c'était. Fallait faire rapide, parce que l'important, c'est après d'échanger sur la partie plutôt formation. Mais en tout cas, ce qu'on a voulu, c'est apporter de l'information par rapport aux documents existants sur les filets. Et on continue à faire à mener des actions pour capitaliser des informations complémentaires, et puis on complétera nos documents par la suite. Pour donner juste un exemple concret, il faut savoir que les attaches, donc le fil, les cordes qui servent à attacher les filets, ne sont pas prévues pour ça. On n'a pas aujourd'hui des fabricants qui disent voilà, moi je vous vends de la corde, donc c'est de la corde qui peut servir, de la drisse, qui peut servir à plein d'autres choses. Donc on s'est amusé à tirer déjà rien que pour voir si donc il y a un essai normatif avec une vitesse à respecter et compagnie, qui est bien sûr pas la réalité d'une sollicitation relativement brusque, et on a, je dirais, mis en charge de façon plus aléatoire, et on a constaté qu'on a en fait une valeur de rupture qui est grosso modo, je crois, 30% plus faible que ce qu'indique le fabricant.
que la valeur nominale du fabricant, ouais. Les fabricants étaient quand même un peu surpris de ça, parce que, bon, qu'il y ait quelques pourcents, on veut bien, mais là, 30%, ça fait… Et c'est ce qui sert à dimensionner tous les calculs et tout ça. Certes, avec des coefficients de sécurité, mais quand même. Et ensuite, on a constaté qu'il y a certaines attaches, certains cordages qui, par conception, quand ils vont casser, il y a un premier torrent qui va casser, et puis un second. Donc, il y a une rupture qui se fait très progressive, voire même ça s'allonge, parce que, bon, après, je ne rentre pas dans le détail, mais le polyamide s'allonge, ne casse pas d'un seul coup et tout ça. Et puis d'autres, comme le polyester, vous tirez dessus et ça casse d'un seul coup. Donc, on peut se dire peut-être que les attaches en polyester sont certes peut-être des fois plus résistantes, mais un petit peu comme ça se passe sur le levage. Vous savez que sur le levage, il ne faut pas faire du levage avec des aciers tors, mais du levage avec des aciers doux, tout simplement parce que l'acier doux, à la charge, va s'allonger et va permettre d'éviter que ça casse d'un seul coup. Donc, vous voyez ce genre de réflexion qu'on veut faire et peut-être entrer dans la norme. En cas de cassure, comment ça se passe? Est-ce que c'est une cassure qui est brusque ou c'est une cassure qui est progressive? Et bien évidemment, dans le cas des filets, des attaches, on préconiserait plutôt des cassures qui seraient plus lentes, de façon à ce qu'on puisse détecter que, tiens, le filet, il s'est déformé. Peut-être que c'est quand on va mesurer les flèches du filet et tout ça, suite à… Ben, il est possible que les attaches aient déjà commencé à se détériorer et on a compris que des fabricants qui démontaient des filets se trouvaient avec des attaches des fois qui étaient complètement bouffées par le ragage de la corde. On sait que corde et métal ou arête tranchante, là encore, il n'y a aucune norme sur les arêtes. Voilà. Et puis, on a fait un essai en protégeant tout bêtement avec un tuyau de jardin on a découpé. Et là, on a fait circuler pendant, je ne sais plus, 3 minutes. On a bien usé le tuyau de jardin, mais la corde, elle n'avait pas bougé. Donc, voilà, on voit qu'il y a des solutions. Hein, mais voilà, les sujets ne manquent pas. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse la parole pour ceux qui souhaitent avoir des questions. Soit par le chat, soit par prenez la parole directement. Si vous levez la main, je ne vois personne qui lève la main. Oui. Alors. Donc, Frédéric, Altitude Formation. C'était, voilà, j'en reviens sur la partie vérification périodique. Je ne parle pas de la réception, mais pour les utilisateurs, notamment par rapport à ce que vous disiez sur les contraintes des attaches sur les bords et autres. Voilà, nous, on préconise, on le dit, mais c'est marqué je crois que c'est dans votre livret, on s'est appuyé sur ce guide pour faire le module de formation. C'était la vérification journalière. Est-ce que, nous, on fait de l'échafaudage aussi, on est plutôt dans le contexte aussi de préconiser plutôt la vérification journalière et notamment lorsqu'on a ce genre de contraintes sur un chantier avec des arêtes potentiellement tranchantes ou des choses comme ça ou un risque important aussi de chute d'objets parce qu'effectivement en couverture ça peut arriver. Alors que là sur les guides et tout on est plutôt marqué sur une vérif hebdomadaire. Je voulais savoir un peu votre avis là-dessus. Alors, c'est une très bonne question et ça, c'est l'exemple typique de ce qu'on pourrait faire sur une formation utilisateur. Ouais. Donc, pour nous, il y a, on va dire, trois niveaux de vérification. Il y a une vérification effectivement journalière qui est un simple contrôle visuel déjà que le filet ne comporte pas et quasiment dans tous les chantiers que j'ai vus, il y avait des bouts de feuillard. Donc, on peut se poser la question du comportement du filet si quelqu'un tombe sur le feuillard. Bon, déjà, peut se faire mal, mais on n'est pas sûr qu'on n'ait pas effectivement la personne qui passe à travers parce que les filets, dès qu'il y a une sollicitation importante avec une amorce de rupture, ça peut faire un peu comme un œuf et se casser complètement.
Donc ça, il n'y a pas besoin d'être expert, mais dès qu'on se rend compte qu'il y a des... Et puis, dans la nuit, on peut toujours avoir un truc qui tombe parce qu'il y a eu du vent et tout ça. Donc, pour moi, la vérification journalière, elle est déjà de s'assurer qu'il n'y a rien qui est tombé dans le filet et que le filet est grosso modo dans le même aspect de ce qu'on a trouvé la veille. Il y a une vérification qui n'apparaît pas chez les échafaudeurs, mais qui est dans la recommandation de la CARSAT. J'oublie la valeur du vent, mais lorsqu'il y a plus de tant de km/h pendant une certaine période, on est censé refaire passer quelqu'un qui va vérifier entièrement le filet. Ouais. Donc, dans une situation où moi, je sais que dans la plaine de la Crau, là, ça souffle, je ne vous dis pas le Mistral, il faut savoir qu'un filet qui commence à battre comme ça va solliciter ses attaches pour des micro-déplacements, hein, pas des grands déplacements, mais qui peuvent contribuer à ce que les attaches bougent. Alors après, si vous voulez, on rentre dans le détail, hein, on verra que si on est en double attache, eh bien, on va beaucoup plus facilement avoir du ragage que si on est en simple attache et qu'on fait un bon cabestan autour de la pointe qui évite de bouger. Donc, vous voyez qu'il y a une relation où on monte éventuellement un filet différemment si on est dans une zone ventée, dans une zone qui le serait moins. Et si on ne peut pas faire autrement que mettre de la double attache, eh bien, peut-être qu'il faut protéger l'arête. Donc, c'est pour montrer que voilà, il y a quand même des spécificités de terrain. Donc, deuxième vérification après un coup de vent important. Et puis après, il y a une vérification effectivement périodique qui va plus être liée au fait que voilà, le filet sous l'effet, par exemple, ne serait-ce que de l'humidité, il y a des filets qui absorbent plus ou moins. Et donc là, on va pouvoir faire des mesures de flèche et tout ça pour savoir si le filet n'a pas bougé. Donc là, la mesure de flèche, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, effectivement, mais qui nécessiterait. Alors, ça, c'est des préconisations dans lesquelles on n'est pas encore allé trop dans le détail parce que, voilà, déjà, il faut savoir que dans le groupe de travail, les utilisateurs, ils prenaient peur à mesure qu'on donnait toutes ces contraintes. Et voilà, le but n'est pas non plus d'affoler les personnes et de faire… voilà, mais il y aurait des choses de bon sens à mettre en place qui seraient relativement simples. Mais là encore, il faut avoir des compétences pour ne pas faire de la vérification pour de la vérification, mais que ce soit opérationnel. Ah ouais. Ok. Par exemple, on a des filets qui sont posés au-dessus de hauts fourneaux ou des choses comme ça. Bon, il est évident que là, bon, c'est des filets métalliques. S'il y a des projections, peut-être que c'est des vérifications qui sont beaucoup plus conséquentes. Enfin, moi, je suis vraiment pour que la vérification elle soit opérationnelle et soit adaptée à la situation. Ouais. Alors après, on a mis quelques éléments quand même, hein, avec des vérifications journalières de l'absence d'objets dans le filet. Bon, on aurait pu aller effectivement plus loin en disant absence d'usure visible, enfin, absence de défaut visuel ou autre. Mais comme le dit Joël, on part de zéro là, enfin, on part de pas grand-chose. Donc, si on met la barre un peu haut, enfin, on va être vite, on va perdre tout le monde, quoi. Déjà que là, on sent qu'il y a quand même déjà l'adhésion à tout ce qu'on a écrit n'est quand même pas déjà forcément systématique. Alors voilà, il faut y aller progressivement. Moi, si j'ai un message à vous communiquer, ce que tu mentionnes est effectivement intéressant et important, mais pour moi, le gros vient à la réception, à la première réception du filet. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un utilisateur accepte un filet sur lequel les attaches ne se font pas sur la ralingue, mais sur les cordelets. Parce qu'une fois qu'on a tendu le filet, si on a mal calculé son coût, le filet, on estime qu'il fait trop ballant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer en passant des cordes, des attaches à l'intérieur de la maille elle-même. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer que la maille, elle est faite pour travailler déjà sur un effort réparti et pas sur un effort tranchant, et qu'elle n'a pas le diamètre qui est aussi résistant que la ralingue. Donc, si on fait une réduction de filet, déjà, il est recommandé de faire une reconstitution de ralingue et
de s'attacher sur une corde qui est du diamètre de la résistance de la ralingue. C'est pas très compliqué, mais donc ça c'est un premier point. Comment se fait-il qu'on puisse accepter d'aller sur un filet dans lequel on voit des mailles un peu partout qui sont coupées? Il y a des endroits où il y a. Comment se fait-il qu'on accepte un filet dans lequel on se rend compte qu'il y a un espace de 40 cm? Et je rappelle que souvent, les poseurs, ils sont sur les poutres. Hein, donc, c'est souvent au droit de la poutre. Voilà. Donc, tous ces. Pour moi, je vais être clair, les utilisateurs, malheureusement, considèrent que du moment où il y a un filet et que, parfois, ça fait bien vis-à-vis des, je sais pas, bon, des préventeurs ou autres, ben voilà, c'est bon. Mais non, c'est une fausse protection. C'est même plus dangereux qu'autre chose. C'est pour ça que on pense vraiment que. Alors, on est d'ailleurs surpris hein, que dans les accidents, les juges n'aillent pas chercher beaucoup plus dans le détail, justement, cette notion de où est le PV de réception. Et puis, quand vous avez un PV de réception, admettons, on vous dit c'est conforme au dossier technique, et vous dites il est où le dossier technique? Soit il n'y en a pas, soit ce qu'on a vu, c'est une photo avec tu t'attaches là, et on ne s'est jamais posé la question de la résistance. Bah, nous, c'est un peu le retour de nos stagiaires, hein, voilà, qui sont les poseurs. Hein, les entreprises qui les envoient, nous les envoient pour qu'on les forme à la pose. Et quand on leur parle du dossier technique, du plan, voilà, du plan de calpinage et tout, ils nous regardent en levant les yeux au ciel en disant, bien sûr. Voilà, part de loin, quoi. C'est pour ça que, voilà, bon, peut-être qu'il faudra attendre que non seulement il y ait un accident très grave et qu'il y ait une affaire juridique, peut-être ça se produira, ou qu'il y ait, je ne sais pas, Élise Lucet qui fasse une émission pour montrer qu'il y a un problème. Mais nous, on préférait que ça se passe de façon plus, comment dire, harmonieuse et que ça se construise dans le temps et que, effectivement, je vous dis, c'est quand même gênant d'avoir des situations où la personne, elle n'a même pas chuté dans le filet, elle a juste mis le pied dedans pour descendre et tellement en confiance, il est passé à travers et il a fait une chute de 5-6 mètres. Et ça s'est passé encore en juillet dernier en Aquitaine. Donc, je veux dire, c'est pas. C'est des faits. Non, il manque peut-être, mais comme pour l'échafaudage, un petit arrêté ministériel sur les vérifications. Alors, en sous-face et périphérique. Et les protections garde-corps périphériques aussi, parce qu'on a les mêmes. En la matière et dans le cadre de nos travaux qu'on poursuit sur ce sujet, on travaille à l'heure actuelle avec la Direction générale du travail à la refonte des textes liés aux chutes de hauteur. Et alors, on ne sait pas où on va aboutir, mais on a déjà, nous, proposé l'incorporation dans la réglementation d'un dispositif pour les filets de sécurité équivalent à celui des échafaudages. Ouais. Bon, après, là, ça sera retenu, ça ne sera pas. C'est complètement cohérent avec ce que vous venez de dire. Effectivement, les filets, c'est un équipement à part entière de protection, compliqué à mettre en œuvre, compliqué à maintenir en état d'efficacité, et au même titre que les échafaudages. Et donc, pour nous, il nous faut compétences et vérifications périodiques associées. Donc, on est totalement d'accord avec ça. Hein. Et on milite pour. Mais bon, voilà, après, les choses se font pas forcément si vite et on va peut-être y arriver. Hein. Oui. Oh, je vais reprendre ce qui s'est passé dans le cadre de l'amiante. Dans le cas de l'amiante, il y a eu effectivement une affaire extrêmement médiatique et tout ça. Et on a, dans un temps relativement court, eu des pratiques qui ont complètement changé. Des gens qui disquaient de l'amiante sans protection quasiment, qui ont eu en l'espace d'un an ou deux, on leur a demandé d'asperger, d'être protégés, d'être formés une semaine, 2 semaines ensuite. Enfin bref, on a eu... Et puis d'ailleurs, on a dit, mais on n'y arrivera jamais... quand vous voyez les donneurs d'ordre, par exemple, qui ont dû désamianter, ça a coûté 10 fois, 100 fois
le prix de ce qu'a coûté la pose de l'isolant à la plaque. Bon, en fait, les gens ont payé et les choses se sont passées sous la pression. Aujourd'hui, par exemple, il y a un vrai problème d'organisation. Demain, le poseur, la personne qui fait la réception va dire bon, là, il y a ça qui ne va pas. Et puis, il y a le donneur d'ordre qui est l'utilisateur, va dire mais moi, j'ai commandé la grue pour lundi, j'ai mes équipes qui arrivent, et déjà, il faut qu'ils comprennent que non, s'il y a un processus de réception, c'est que potentiellement, il peut y avoir des actions à mener pour reprendre certaines choses. Donc, il faut rentrer dans les que après la phase de réception, il y a de toute façon il y a un point d'arrêt, et donc qui dit point d'arrêt dit forcément qu'au niveau du planning, on en tient un peu compte, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer à la fois les maîtres d'œuvre, les donneurs d'ordre et surtout les poseurs que ben voilà, c'est pas pour rien qu'on a fait ce point d'arrêt. Ouais. C'est pour ça que tout le monde est un peu concerné. Même les fabricants qui vendent un produit en disant ça c'est interdit, je veux surtout pas qu'on fasse ça, mais qui se fait usuellement, en particulier les réductions de filets. Certains fabricants ont écrit que voilà, le filet doit faire juste la surface de... Bon, ben, il y a un problème, quoi. Donc, qui fait le premier pas? Nous, on invite les fabricants à le faire. Il y en a qui commencent à mettre des modes opératoires, mais il est évident que c'est quand même des sachants qui mettent sur le marché un matériel qui est utilisé autrement que ce qui est prévu par eux, et donc ça doit nous interpeller, quoi. Oui, bah c'est comme les cordes d'attache, quoi. Les cordes d'attache, il a été testé pour résister à tant de joules et tout, et les cordes d'attache, on n'a pas de normes. Voilà, on ne sait pas. Oui. Alors, il me semble, mais j'arrive pas à retrouver la référence. Moi, j'avais la norme EN 919 en référence vis-à-vis des cordes d'attache. Et après, bien sûr, les résistances qui sont données dans la norme de 3 tonnes ou 1 tonne 5 selon notre manière d'attacher le filet. J'ai cette référence-là, la EN 919, mais je l'ai de tête, mais je ne sais plus de... Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on pense un peu comme les cordistes. Il y a du bruit dans son... les problèmes de résistance des attaches, c'est pas tant en traction qu'on a, c'est beaucoup plus en friction. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à des cordes gainées, mais clairement, on se rend compte que les cordes ne se comportent pas de la même façon lorsque les cordes tournées, les cordes tressées se comportent pas du tout de la même façon sur le frottement et sur la casse, surtout en cas de rupture sous charge. Voilà, donc on pense qu'on pourrait beaucoup plus être précis sur les prescriptions sur ces fameuses cordes. Dis-moi, c'est EN 919. 919. Mais c'est une norme générale sur les cordes. Ouais, alors je vais regarder ça, mais nous, on n'avait pas trouvé de normes spécifiquement avec la notion d'attache de filet. Mais bon. Je ne suis pas sûre que ça soit celle-là, la N919. C'est effectivement de cordage, mais pour usage divers. Et dans la norme sur les filets de sécurité, il est fait référence à l'EN ISO 2307 cordage en fibre. Donc, voilà. Et c'est peut-être la transcription, mais effectivement. Mais c'est toujours pareil. Oui, une corde qui est prévue. Je ne dis pas que les cordes ne sont pas normalisées, loin de là, puisqu'elles le sont, et on donne des valeurs de charge qui sont normalisées. Je dis juste que dans le cas des attaches, l'essai qui est fait ne correspond pas à ce qui va à la sollicitation de la corde en réel, quoi. Oui, c'est pas que la traction, hein. On est d'accord. Oui, parce que là, les cordes, elles sont testées sans nœud. Elles sont testées en traction, en fait, uniquement. D'accord.
Bonjour, moi je suis Yves Decran là, de BCS pour la pose des filets et de TS pour la formation à la pose des filets. Très bien. Est-ce que il y a eu des réflexions de fait sur lorsqu'on pose un filet qui a un obstacle, hein, qu'on doit passer un obstacle, c'est-à-dire n'importe quoi, quelque chose qui est suspendu, on est obligé d'ouvrir le filet et on doit le refermer derrière pour pouvoir le poser. Est-ce que c'est des choses qui ont été abordées Alors clairement, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les fabricants. Et Ouais. donc tout ça, c'est du bricolage. Et il est évident que si on commence à découper un filet et même, moi, j'émets certaines réserves à ce que des utilisateurs de filets disent, mais nous, on est agréés pour réparer les mailles et compagnie. Donc voilà. Et effectivement, c'est toute la problématique, je dirais, de faire un dossier technique avant. Parce que si vous faites un dossier technique avant, vous vous rendez compte que le filet, vous ne le mettez pas du tout au même endroit. Parce que les gens qui font ça, ces fameux bricolages, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, ils n'ont pas été prévenus de l'état dans lequel va être l'ouvrage. Et puis du coup, ils essayent de bricoler. Mais clairement, pour moi, et de toute façon, les fabricants vous diront bien qu'il n'est pas question de découper et de réparer, quoi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Comment vous pouvez garantir le retour à la performance initiale en faisant ça? C'est pas possible, en fait. Oui, mais il y a énormément d'usines par exemple, quand ils déposent le fibrociment sur le toit, hein, des usines parfois en activité. Et c'est ça ou rien, quoi. C'est ça où on met pas de filet du tout. Alors, moi, je ne serais pas aussi catégorique parce qu'on s'y allait sur la Lune. Je pense quand même qu'on saurait protéger quelqu'un contre une chute. Bon, on pourra. Je suis prêt, moi, à discuter sur des cas concrets et rechercher des solutions. Après, j'entends que ça a un coût, j'entends que ça prend un peu de temps, mais dans le cadre de dépose, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Après, sur les filets, par exemple, il y a une pratique qui est très peu connue. Et par exemple, sous un hangar, on va mettre 3-4 filets bout à bout. Et puis, on va tendre ce filet carrément sur 60 mètres. On appelle des traversiers intermédiaires. Donc, c'est des cordes qui vont permettre qu'on met sous le filet, qui vont permettre de relever le filet et qui vont permettre de pouvoir retrouver, je dirais, un filet qui serait proche de la toiture. Et cette notion de traversier intermédiaire, c'est quelque chose qui est peu connu. Même les fabricants, des fois, n'en parlent pas. Mais par exemple, en Allemagne, c'est quelque chose qui se fait. Les filets circulés, par exemple, le sont parce qu'ils mettent même des sangles qui sont quadrillées, qui permettent que ça renforce la résistance du filet. Et on peut circuler dessus. Donc, il y a énormément… le filet est un outil, à mon avis, qui bien utilisé, peut amener des tas de solutions. Et donc, il y aurait un groupe de travail actuellement pour sortir une nouvelle norme, c'est ça? Oui. Donc, il y a un groupe miroir français avec des fabricants qui réfléchissent à faire évoluer la norme. Et puis, il y a un groupe européen. Il y a une commission européenne qui est en cours de révision. Et il y a combien il y a déjà eu 3 réunions. Donc, on suit ça de très près. Oui, il y a déjà eu 3 réunions. Alors, on suit ça de très près, certes, mais on est un peu à la merci des autres pays parce que les intérêts que nous, on met en avant ne sont pas forcément retenus. Ouais, au niveau européen, il faut se dire que… Même si on justifie ce qu'on propose, pour l'instant, ils sont plus sur…
rester simple et sur un contenu qui ressemble à le contenu actuel plutôt que de renforcer les points d'attention, quoi. Le contenu actuel, si je peux me permettre, on se retrouve vite sur le chantier, hein, vite seul au monde. Hein, si on veut le respecter, c'est On est d'accord. quasiment impossible. Il y a un gros lobby des Allemands qui ont mis en place ces processus d'essai. C'est les seuls d'ailleurs à certifier les essais dynamiques, hein, donc l'essai d'une sphère de 100 kg qui tombe de 7 mètres de hauteur. Et encore, par exemple, dans le cadre de cet essai, il n'y a aucune mesure de déformée, ce qui est dommage. Parce que, voilà, pour le fameux tirant d'air, ça serait utile de savoir tel et tel filet. Par exemple, si on prend les longes avec absorbeur, la longe PEDS et la longe chacun indique un tirant d'air qui est fonction de ce qu'il a vraiment mesuré avec son appareil. Là, tous les fabricants, ils ne font que la photocopie de ce que dit la norme en disant le tirant d'air, il est là. Or, vous comprenez bien qu'un filet maille 100, maille 50, maille 60, en polypropylène, en polyester et compagnie, il n'y a pas du tout les mêmes déformés. Donc, on voit que, par exemple, au niveau, ne serait-ce que déjà du tirant d'air, les fabricants ne jouent pas le jeu, quoi. On ne comprend pas très bien pourquoi ils sont frileux à rajouter des choses, mais c'est vrai qu'ils sont quand même frileux. Pour tout dire, au niveau même juridique, hein, moi je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'affaires là-dessus parce que les pauvres utilisateurs qui tombent dedans, on leur dit voilà, il ne fallait pas tomber. Mais voilà, la chaîne qui a conduit à l'accident, l'arbre des faits, écoutez, il compte beaucoup plus de personnes et de manquements. Et nous, on essaye de voir comment on peut améliorer cette situation en essayant de mieux anticiper et que faire que quand la personne chute, on soit sûr qu'elle soit recueillie de façon. Voilà. Altus, là, je dis ton prénom. Oui, Gauthier. Donc effectivement, la formation, c'est une étape indispensable pour assurer la sécurité du montage, de l'installation et de l'utilisation. C'est vrai qu'il y a une méconnaissance encore aujourd'hui quand on parle de filet, qu'est-ce que c'est, comment ça se pose et comment ça doit être utilisé. Concernant les fabricants, c'est vrai que pour la plupart, ils se basent par rapport à la norme et ils font souvent en fait des inspirations, on va dire, assez importantes de la norme. Voilà. Du coup, nous, on a travaillé avec certains fabricants. Je ne veux pas dire la norme, le fabricant, mais pour avoir une notice un peu plus détaillée, parce que eux-mêmes, en fait, sont des spécialistes de fabrication de produits, mais eux-mêmes ne sont pas toujours informés de comment, en fait, ils doivent donner des instructions sur la pose, tout simplement, de leur équipement. Voilà, c'est assez flagrant de la part des fabricants. Il faut aller visiter des usines de filets pour voir. Ils sont des spécialistes de fabrication de filets, mais quand il s'agit de poser ou d'instructions par rapport à la pose de leurs produits, ils sont beaucoup moins conscients ou informés, voilà, pour certains. Ouais, je souscris complètement à ce constat. Et après, je pense qu'il n'y a pas de secret. Moi, on serait preneur si tu acceptes de nous transmettre des notices qui vont bien. Parce que voilà, ça fait avancer la profession et de toute façon, je pense que c'est une bonne chose. J'en profite aussi pour dire que je fais un peu un appel au peuple. Si vous avez des dossiers techniques, quitte à les anonymiser et tout ça, qui tiennent la route, Valérie ou moi-même, on est preneurs de ces infos parce que on n'a pas voulu faire un cadre d'un dossier technique aujourd'hui parce que c'est pas nous qui sommes en charge de ce truc-là et on ne pourrait pas imposer quelque chose que les entreprises ne feraient pas. Donc, on voudrait avoir des dossiers dont on sait que ça tient la route et que les gens peuvent le mettre. Voilà, n'hésitez pas à nous les transmettre. Mais pour revenir aux fabricants et à la notice, un truc tout simple. Dans l'idée du fabricant,
la question du secours à victime, c'est le problème de l'utilisateur. Mais l'utilisateur, il n'en sait rien. Il ne sait pas si après une chute, on peut descendre ou pas dans le filet. Alors, bien souvent, les fabricants écrivent interdit de. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'a même pas su comment proposer un mode opératoire qui tenait la route. Ce qu'on a écrit dans le guide, c'est que si jamais quelqu'un chute dans le filet, il faut prévoir une nacelle pour pouvoir extraire la personne par-dessous et découper le filet. Bon, vous savez très bien que c'est des conditions qui seront difficiles à respecter sur la plupart des chantiers. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu vraiment d'études et les fabricants ne savent pas. Enfin, c'est un peu comme si un fabricant automobile disait je ne vous donne pas de recommandations sur les vidanges, les machins et tout ça parce que c'est votre problème et vous, utilisateurs, vous définirez quand est-ce que vous allez faire les vidanges, les périodicités, quoi. Il y a eu je ne sais pas, une sorte de manque d'échange. Alors, c'est en train de changer, effectivement. Il y a des fabricants qui prennent le taureau par les cornes et qui se disent non, il faut qu'on donne c'est nous les spécialistes, des informations précises. Donc, on commence à avoir des fabricants qui ont commencé à écrire comment réduire le filet, qu'est-ce qui est acceptable ou pas en termes d'usure, enfin voilà, des choses comme ça. En tout cas, on fait tout pour soutenir ces fabricants et bon, ce qu'on espère, c'est qu'ils se regardent entre eux et qu'à terme, les fabricants remontent leur niveau d'information pour les utilisateurs et les poseurs. Après, il faut savoir aussi que pour la plupart des fabricants, le filet arrêt de chute représente une part très très faible de leur. On a des fabricants de filets de pêche, on a des fabricants de filets pour juste retenir les ballons de sport. Et donc pour eux, voilà, les filets de protection temporaire, c'est un peu marginal, sauf que c'est quand même un risque mortel, quoi. Voilà, Audrey, je ne sais pas si il faut encore prendre une ou deux questions ou faire une conclusion. Elle est encore là, Audrey. Elle a coupé son micro. Oui. Et alors, je vais reprendre. Je voulais savoir sur les préconisations du groupe de travail, sur les durées de formation pour poseurs, réceptionneurs. Est-ce que quelque chose va être, je ne sais plus dans la recommandation si c'est écrit. Alors, attendez, je regarde. Non, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit parce qu'on a bien parlé de référentiel de compétences. Ouais. Mais même dans la reco, Joël, il n'y a rien. Mais en fait, on est sur des référentiels de compétences. On a listé toutes les compétences qu'il faut acquérir lors de la formation. Pour le coup, là, c'est plus au niveau de l'organisme de formation, de dimensionner la formation pour absorber toutes les compétences, quoi. Et là, la durée, on est demandeur de vos retours d'information. Voilà. Mais je prends un exemple. Nous, on pense que quelqu'un qui vérifie un filet, il doit être capable de mesurer la flèche du filet. Ouais. Pour mesurer la flèche, il faut savoir utiliser un niveau. Voilà. Est-ce que ces sujets-là, vous les abordez? Est-ce que vous faites un petit exercice pratique? Voilà. Donc, peut-être que en journée, avec vous, voir comment, progressivement trouver la bonne durée. Nous, ce qu'on peut dire déjà, c'est que il nous semble important d'avoir une partie pratique et une partie théorique et une partie pratique. Après, du coup, forcément, ça va surajouter sur la durée globale parce que c'est plus complet. Ouais. Maintenant, dire c'est un jour, c'est 2 jours, c'est 3 jours, ça va dépendre de ce qu'on y met dedans. Alors, je dis ça, c'est par rapport aux formations échafaudage où c'est pareil. Il y a
Il y a des modules, voilà, CARSAT, INRS, et puis même nous, SFECE agréés. Mais bon, bah, on est sur un marché concurrentiel, et quand vous avez le client qui vous dit, ah bah oui, mais là, j'ai l'autre, il me fait ça en 2 jours pour monter, ou une journée pour faire du montage d'échafaudage fixe, bah, on a un peu les mêmes, voilà, on a les mêmes soucis en nacelle aussi. Voilà, c'est pas évident il faut qu'on trouve les arguments pour dire, voilà, sérieusement, pourquoi notre contenu, il faut 2 jours. Bah, c'est le référentiel de compétences, mais c'est vrai qu'on est confronté aussi à ça. Ouais, je comprends. Alors, nous, on s'attend à un jour ou l'autre, soit il y a un gros carton, soit il y a vraiment un inspecteur du travail. C'est vrai qu'eux, je ne devrais pas parler comme ça, mais tant pis, tout le monde n'a pas les compétences et pas toujours informé de tous ces points. Et donc, et puis, c'est pas un sujet pour lequel il y a une accidentologie importante. Et c'est vrai que, et pourtant, hein, il y a quand même vous savez que le risque de chute de hauteur est un risque majeur. Depuis deux plans de sécurité au travail, c'est une priorité. Et donc, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, voilà, d'un seul coup, la demande va affluer en disant vite, 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 vite qu'il faut des compétences. Et là, c'est pour ça que si vous pouvez vous préparer pour être prêt ce jour-là, bah, c'est bien. C'est ce qu'on essaie de faire en vous informant. Oui, oui. Non, parce que par exemple en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, donc il y a la CARSAT qui a créé le certificat de compétences aux travaux en hauteur. Donc il y a une partie gros œuvre, et puis ça a commencé, c'est le Languedoc-Roussillon hein, qui avait été à l'origine de ces CCTH pour les travailleurs intérimaires, et là qui ont aussi créé pour les couvreurs charpentiers. Donc c'est sur, alors je regarde, c'est sur 3 jours, 4 jours, non 3 jours. Avec, eux, dans leur programme, il faut aussi qu'on parle de pose et de dépose de filets. Et voilà. Sur 3 jours. Ouais, non, mais c'est des références. Il y a du harnais, il y a un peu d'échafaudage. Ça a commencé à faire danse, hein? Oui. Oui, ça commence à faire danse. Alors après, voilà, comme il dit, c'est plus à l'intention des travailleurs temporaires, hein, intérimaires, qui vont intervenir, voilà, sur des chantiers. Oui, bah justement, hein, c'est pas parce que c'est parce que c'est les intérimaires, justement, normalement, ils sont censés avoir une formation renforcée parce qu'ils y connaissent rien. Alors, ils disent bien, ils se couvrent bien en disant que ça ne remplace pas la formation renforcée à la sécurité. C'est un genre de. Et voilà. Mais c'est un genre j'allais dire, d'accueil sécurité renforcé, on va dire, plutôt. Non, mais ne serait-ce que, je vous dis bien, un secours à victime, comment on fait aujourd'hui, dans 99% des chantiers, vous posez la question, si quelqu'un fait un malaise et qui tombe dans le filet, comment on fait? Est-ce qu'on descend, on lui fait un massage cardiaque ou pas? Et ben voilà, ça c'est. Donc même pour les utilisateurs qui ne posent même pas de filet, il y aurait des choses à dire. Ouais. Voilà, ben, je sais pas Audrey, tu nous entends? Tu veux conclure? On ne t'entend pas. Il y a un problème de réseau là. On ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as. Ouais. Peut-être tu as qu'à avec le chat parce que. Bon, en tout cas, nous, vous avez vu qu'on reste à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions, éventuellement vous informer. Non, on ne vous entend pas. Et écoutez, n'hésitez pas à revenir d'abord via Valérie. Le PowerPoint, je l'ai confié au Sifora, et je pense que voilà, s'il y avait des questions via Valérie ou moi-même, on saura essayer de vous répondre.
des questions, des interventions, des présentations un peu plus précises, enfin un peu plus poussées, enfin voilà. Quoi que ce soit, n'hésitez pas. D'accord. En tout cas, bravo et merci Oui. d'avancer sur ce vaste sujet-là qui, depuis de très nombreuses années, en tout cas pour nous, nous pose vraiment des soucis, quoi. On essaye de faire les choses bien, mais c'est pas très Ouais. simple. Mhm. Et ouais. Ben, écoutez, le jour où on sera sûr que les, enfin voilà, on peut, quelqu'un qui chuterait à 100% ne va pas tomber, sera recueilli. Ben nous, on pensera qu'on aura fait du chemin parce que je vous le dis aujourd'hui, même en descendant dans le filet, il y a des gens qui chutent. Mm. Ouais. Donc il y a besoin d'évolution.